Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre pour ce point de l'actualité. La ministre du Travail et de la Fonction publique était ce mardi face à la presse. Une rencontre pour expliquer les avantages du réaménagement des horaires de travail dans l'administration publique. L'installation du conseil d'administration du FAPA, Fonds d'appui à la production audiovisuelle, une cérémonie présidée par le ministre de la Communication, Alain Omoula. Et puis la Centrafrique toujours en état de crise alors que les élections générales arrivent à grands pas. Bienvenue à toutes et à tous. Les nouveaux horaires de travail dans l'administration publique qui entreront en vigueur dès janvier 2021 ont fait l'objet d'une conférence de presse animée ce mardi par la ministre du Travail et de la Fonction publique, Adijatou Martins. À l'occasion, elle s'est appesantie sur les avantages de la réforme aussi bien pour l'État que pour les travailleurs et leurs familles. Laurent Toninkes et Romaric Devauchy. Le gouvernement béninois s'inscrit dans la dynamique de la construction d'une administration de développement, ce qui passe par la performance de cette administration. C'est cette raison fondamentale qui a poussé le gouvernement à réaménager les horaires de travail dans l'administration publique. Et c'est pour mieux expliquer les motivations de ce réaménagement horaire que la ministre du Travail et de la Fonction publique était face aux professionnels des médias ce mardi 22 décembre 2020 à Cotonou. Une étude confiée en amont à un cabinet a permis de savoir les impacts des horaires actuels sur la vie des travailleurs. Il a été demandé à ce cabinet de proposer, en cas de nécessité, avec des arguments très forts, un réaménagement des horaires de travail et d'en évaluer les avantages et les inconvénients. Le cabinet a déposé les conclusions de ces travaux après une approche méthodologique participative qui a proposé des horaires de travail à l'administration, au gouvernement et qui, en tenant compte d'un certain nombre de paramètres, a fixé de nouveaux horaires de travail dans l'administration publique. Selon le rapport du cabinet d'études, les horaires actuels de travail constituent des facteurs déterminants de la contre-performance de l'administration publique. Donc, en procédant au réaménagement horaire, nous parvenons à résoudre le problème de la contre-performance de l'administration. L'administration devrait être beaucoup plus performante avec la mise en œuvre des nouveaux horaires de travail. Ça, c'est pour ce qui concerne l'administration, avec bien évidemment un certain nombre d'avantages ressortis par l'étude. Désormais, les horaires de travail sont de 8h à 12h30 et de 14h à 17h30 avec une pause entre 12h30 et 14h. Ce réaménagement horaire contribuera à une amélioration de la croissance économique de 0,57 points par an correspondant à 26 milliards de francs CFA. Le problème que nous résolvons également est celui de la réduction des coûts de consommation d'eau et d'électricité dans l'administration. L'autre problème qui est résolu et qui entre dans le cadre des avantages pour l'État, c'est que le réaménagement horaire permettra bien évidemment de résoudre un certain nombre de problèmes dans l'administration en rendant les agents beaucoup plus disponibles au travail. Des avantages également pour les agents de l'État, tels que la conciliation de la vie professionnelle, la vie familiale et la vie privée, une meilleure présence des parents à la maison pour le suivi des enfants. Ces nouveaux horaires de travail rentreront en vigueur dès janvier 2021 avec le renforcement des contrôles de ponctualité et de présence au poste et la mise en place des cantines dans les ministères. La 8e édition de la Journée des Archives s'est tenue ce 22 décembre 2020 sur le thème « Transformation digitale de l'administration publique et gestion des archives ». La cérémonie a eu lieu à la salle de conférence du ministère de l'Économie et des Finances. Le compte rendu avec Cano François Humbedi Rinto et Fiac Voiton.
Transformation digitale de l'administration publique et gestion des archives. C'est le thème de la 8e édition de la journée des archives du ministère de l'économie et des finances qui s'est tenue ce mardi 22 décembre 2020 à la salle de conférence du dit ministère. Devant professionnels de l'archivage, Alain Aounou, directeur des systèmes d'information du ministère de l'économie et des finances et représentant du ministre, s'est réjoui de l'organisation de l'édition de cette année, même si le contexte de crise sanitaire mondiale due à la pandémie du coronavirus les a contraints à limiter le nombre de participants. Cette période de pandémie de la COVID-19 nous a contraints à limiter l'effectif des participants à cet événement. Mais nous sommes certains, vu la qualité des personnes ici réunies, que nos travaux seront sans doute d'excellente facture. Il a précisé par la suite l'objectif visé par le ministre de l'économie et des finances à travers la tenue de ces assises. En vous réunissant ici ce jour, le ministre de l'économie et des finances souhaite obtenir de vos échanges des pistes pouvant concourir au relèvement des défis de la conservation des archives électroniques. Concrètement, il est attendu de vos échanges des pistes pour optimiser le partage et la recherche d'informations de documents électroniques, des pistes pour valoriser les données de l'administration, des pistes pour faire face aux risques juridiques, administratifs, financiers et de perte d'informations engendrées par une mauvaise gestion et conservation de l'information. Et enfin, des pistes pour assurer la pérennité du patrimoine mémoire de la collectivité. Après l'allocution d'ouverture, une communication sur le thème « Les enjeux de la conservation numérique dans l'administration publique béninoise » présentée par Apollinaire Baguidi a donné le top aux travaux de cette 8e édition de la journée des archives du ministère de l'économie et des finances. La salle de conférence du ministère de la Communication a servi de cadre ce mardi à l'installation du conseil d'administration du FAPA, le Fonds d'appui à la production audiovisuelle, une cérémonie tenue sous la coupole du ministre Alain Soro-Ounla. Les réformes institutionnelles en cours au Bénin font escale dans le secteur de la production audiovisuelle. C'est à ce titre que le conseil d'administration du FAPA, le Fonds d'appui à la production audiovisuelle, obsolète depuis plusieurs années, vient d'être restructuré. Et désormais, voici quelques-uns des membres qui y siégeront. Leur installation officielle est intervenue ce mardi à travers une cérémonie fort simple présidée par le ministre de la Communication, Alain Ounla, qui précise ici les priorités à eux assignées. La mission qui vous est assignée est une mission stratégique, délicate, qu'il faudra prendre à bras le corps et doter principalement le FAPA d'un budget conséquent pour entrer dans l'écosystème numérique et de la production du visage, du paysage audiovisuel que notre gouvernement entend dessiner dans notre pays. Dans votre feuille de route, je souhaite que la restructuration et le changement de mentalité nécessaires à l'effet d'instaurer une culture d'entreprise propice à la compétitivité et à des résultats performants constituent une priorité. Avant de retourner ce conseil d'administration à l'exercice de ces tâches, le ministre n'a pas manqué d'attirer l'attention sur certains des gros défis qui l'attendent. C'est pour vous un challenge que de tracer des pistes en accord avec le projet 25 du PAG relatif à la valorisation de la destination Bénin par la production quantitative de contenu audiovisuel de qualité. Pour finir, je voudrais être et rester confiant quant aux perspectives ambitieuses que nous formulons pour le Fonds d'appui à la production audiovisuelle du Bénin, et c'est sur ces mots d'espoir que je déclare officiellement installé le conseil d'administration du FAPA ce mardi 22 décembre 2020 en souhaitant pleine réussite
à toute l'équipe. Certainement que ce nouveau conseil d'administration viendra combler, entre autres, le vide autour de la promotion des productions audiovisuelles de notre pays. Les membres de l'organisation non gouvernementale Secours urgent et subventions massives pour l'éducation, la presse et la culture ont appelé les différents acteurs impliqués dans l'organisation de l'élection présidentielle d'avril prochain à jouer convenablement leur rôle pour la préservation de la paix. C'est la substance de leur déclaration de presse ce lundi 21 décembre 2020 à Cotonou. Natacha Kofi, Jean-Baptiste Boko. Enfant du Bénin debout. Préserver la paix et la non-violence, tel est le leitmotiv de l'ONG Secours urgent et subventions massives pour l'éducation, la presse et la culture. Fidèle à cet engagement, l'ONG SUSMEC, en prélude à la présidentielle de 2021 au Bénin, a formulé des propositions à l'endroit des 10 acteurs intervenant dans le processus électoral pour la préservation de la paix. Le directeur exécutif a présenté les objectifs de sa structure à travers une déclaration de presse ce lundi 21 décembre 2020 à Cotonou. Nous intervenons dans ce qu'on appelle l'assistance technique en rédaction de projet. Ça veut dire que vous partez d'une simple idée de projet où nous, techniquement, nous avons la possibilité de vous aider à concevoir ce projet. Et nous allons plus loin. Non seulement à la conception, nous vous aidons dans la mobilisation de ressources. Après une analyse diagnostique relative au climat sociopolitique, le président de l'ONG a, quant à lui, fait part de ses recommandations à toutes les parties prenantes pour une élection apaisée, sans risque ni dérive, comme ce fut le cas lors des dernières législatives. L'ONG invite le chef de l'État, en vertu de son pouvoir discrétionnaire et exceptionnel, à créer un cadre propice à l'instauration d'un débat inclusif qui prenne en compte les profondes aspirations de la classe politique et du peuple béninois souverain. À la Sénat, à rester fidèle à ses prérogatives afin de garantir, comme il est de coutume, la transparence et la fiabilité du scrutin. Aussi, voudrions-nous inviter la Sénat à vulgariser le contenu du calendrier électoral pour permettre aux candidats, acteurs politiques, membres de la société civile et citoyens de s'en approprier. Que la Sénat définisse une période au cours de laquelle les parrains se déplaceront pour retirer leurs fiches de parrainage à la Cour constitutionnelle. L'ONG suggère que l'institution garde sa neutralité dans l'analyse et l'interprétation de tout fait ou document dans le cadre de ces élections. À la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, nous proposons un atelier sur le rôle et la responsabilité du journaliste en période électorale. Plaise au ciel qu'aucun bain de sang ne nous éclabousse et nous emporte dans ses flots. C'est cette citation de feu Monseigneur Isidore de Souza qui a conclu la déclaration de presse de l'ONG SUSMEC. Et sur le continent, la Centrafrique toujours en état de crise alors que les élections générales arrivent à grands pas. Moscou a envoyé 300 instructeurs militaires de plus sur le terrain, d'après un communiqué officiel pour, je cite, aider Bangui à renforcer les capacités défensives de la Centrafrique. Un déploiement sécurité alors que des rebelles se sont emparés d'une grande ville située à moins de 400 km de la capitale. Les civils centrafricains espèrent pouvoir aller voter dans de bonnes conditions. On écoute quelques-uns. Je souhaite que les élections se passent bien, en paix. Comme ça, je vais pouvoir faire mon commerce pour gagner de l'argent et nourrir ma famille à la maison. Les groupes armés qui sont là, qui embêtent un peu par-ci, par-là. Et donc, du coup, ça crée une tension. En fait, la peur est là, règne dans le cœur des gens dans la capitale. Je veux aller voter parce que la guerre, c'est pas bon. La guerre n'emmène pas le développement. La guerre détruit. Nous, les jeunes, on doit être l'avenir de demain. Nous devons être prudents.
demain. Est-ce qu'on peut vraiment développer un pays par la guerre? À mon avis, non. S'il y a des problèmes, on n'a qu'à s'asseoir autour d'une table, qu'on puisse en débattre et dans les négociations, forcément, que chaque partie accepte de gagner et aussi de perdre. Et les Nations Unies restent fermes sur le sujet. Ces élections cruciales pour la République centrafricaine en crise vont se tenir dimanche. Le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en Centrafrique rappelle que l'institution condamne les tentatives visant à saboter ce prochain scrutin. L'international considère en effet que les élections devront se tenir le 27 décembre, dans le respect des délais constitutionnels. Et nous condamnons toutes les tentatives d'alliance entre groupes armés et acteurs politiques. Nous condamnons toutes les tentatives visant à engager le pays vers une nouvelle transition politique en violation flagrante de la Constitution centrafricaine. La France veut revoir sa copie sur les questions de négociation avec les groupes terroristes. Paris fait évoluer sa position, notamment au Sahel. Les négociations sont désormais possibles, mais uniquement avec certains éléments. Les terroristes, on ne discute pas. Ces mots sont ceux d'Emmanuel Macron dans un entretien accordé au magazine Jeune Afrique en novembre dernier. Le chef de l'État a réaffirmé la position déjà très claire de Paris sur la question des négociations avec des terroristes. Il faut s'inscrire dans la feuille de route claire que sont les accords d'Alger. Ceci prévoit un dialogue avec différents groupes politiques et autonomistes. Mais cela ne veut pas dire qu'il faut dialoguer avec des groupes terroristes qui continuent à tuer des civils et des soldats, y compris nos soldats. Seulement voilà, parmi les pays aux côtés desquels la France combat, certains ont fait évoluer leur approche de la question. Ainsi, le Mali s'est plutôt montré favorable à l'ouverture d'un dialogue avec des groupes djihadistes. La négociation avec les groupes terroristes ou le dialogue avec ces groupes, pour nous, constitue la prise en charge d'une volonté exprimée par les Maliens dès juin 2017 lors de la conférence d'entente nationale et de tenir compte des réalités nationales. La France combat aux côtés de l'armée malienne, notamment dans le cadre de l'opération Barkhane, pour laquelle 5000 hommes sont engagés au Sahel. Une région qui mériterait, selon Paris, un positionnement plus subtil et plus flexible que la doxa actuelle quant à la question des négociations avec les terroristes. Pas avec n'importe qui, cependant, pas question d'inclure dans les négociations des têtes d'affiche d'AQMI, d'Al-Qaïda au Maghreb islamique ou du groupe État islamique, mais par exemple certains membres du GSIM, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, pourraient convenir. C'est en tout cas ce qu'a confié une source au sein de la présidence française à nos confrères de l'AFP. L'état-major du GSIM répond à la hiérarchie centrale d'Al-Qaïda et est totalement intégré dans son organigramme. Personne n'a jamais réussi à négocier avec Al-Qaïda et ce n'est pas la France qui va le faire. Mais certains éléments du GSIM ont un agenda beaucoup plus national, souvent opportuniste, parfois régional. Avec ces interlocuteurs-là, il est possible d'avoir une autre réponse. Il n'y a aucune raison pour la France de faire obstruction à de telles discussions. La France semble doucement entrouvrir la porte des négociations en ce qui concerne le Mali. Objectif, une fois la capacité de nuisance des leaders des groupes terroristes neutralisée, faire en sorte que les différentes parties puissent s'asseoir autour d'une table. Une politique qui pourrait mener à un désengagement de la France au Sahel. La question du retrait de 600 hommes est devenue envisageable selon l'AFP, notamment au regard des résultats obtenus sur le terrain et de la capacité des Sahéliens à, je cite, assumer le service après-vente, c'est-à-dire le travail de stabilisation une fois les territoires reconquis. Et les négociations sur le Brexit semblent interminables et pourraient aller au-delà de la date butoir du 31 décembre. Plus de précisions dans ce reportage. Destin pris au sérieux par de nombreuses personnalités politiques. Julian Assange, arrêté en 2019 à l'ambassade équatorienne de Londres après 7 années de refuge, risque 175 ans de prison pour avoir diffusé au grand public des milliers de documents confidentiels. Dans le collimateur des Américains et aujourd'hui emprisonné dans la prison de Belmarsh au Royaume-Uni, le fondateur de Wikileaks attend son sort. La justice britannique doit étudier son extradition vers les États-Unis le 4 janvier. Mais l'état de santé du journaliste australien inquiète. Ce mardi, un rapporteur de l'ONU a demandé à Donald Trump, dans une lettre ouverte, de gracier le lanceur d'alerte. L'homme en question, Niels Melzer, estime que l'Australien a été victime de persécutions et d'humiliations. Je vous demande de gracier M. Assange car il n'est pas et n'a jamais été un ennemi du peuple américain.
Son organisation Wikileaks lutte contre le secret et la corruption dans le monde entier et par conséquent agit dans l'intérêt public, tant du peuple américain que de l'humanité tout entière. En graciant M. Assange, Monsieur le Président, vous enverriez un message clair de justice, de vérité et d'humanité au peuple américain et au monde. Vous réhabiliteriez un homme courageux qui a souffert d'injustice, de persécution et d'humiliation pendant plus d'une décennie, simplement pour avoir dit la vérité. Une demande à laquelle vient s'ajouter une initiative imaginée par des parlementaires allemands. Des députés ont créé un groupe de travail au Bundestag avec des membres issus de différents bords politiques, mais avec un souhait commun, celui d'éviter l'extradition de Julian Assange. Nous souhaitons envoyer un signal clair pour la protection de la liberté d'expression et de la liberté de la presse, mise en danger par la menace d'extradition de Julian Assange. Après de longues années d'incertitude et de batailles juridiques, le destin de Julian Assange pourrait basculer dès l'entame de la nouvelle année. Vous venez plutôt de suivre un reportage sur l'affaire Julian Assange, toujours au cœur des débats sur la scène internationale. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour cette édition. Merci pour l'attention et à demain.